Bonjour à tous, merci pour les courageux qui acceptent de mettre un temps supplémentaire par rapport à l'emploi du temps pour venir écouter, donc participer, réfléchir dans le cadre de ces dialogues du pôle tropique et Méditerranée. Alors, ce temps de dialogue, c'est conçu en fait pour nous donner à tous, parce que ça s'adresse à la fois aux étudiants du pôle, mais aussi aux équipes, au personnel, ça s'adresse à nous tous, pour ouvrir des portes sur l'extérieur, sur des témoignages, sur des réflexions, sur des expériences professionnelles. Donc ça, c'est une orientation forte. Mais aussi ça nous donne des espaces de réflexion. Et donc, le dialogue d'aujourd'hui, c'est un de ces espaces de réflexion. Alors, aujourd'hui, c'est un des membres de notre équipe qui contribue à ces dialogues, donc ce n'est pas quelqu'un d'extérieur. Tout ça est construit autour de développement durable. Donc, vous avez vu le titre. Donc, 3 bonnes raisons de bannir l'expression développement durable. Alors, ce titre, il faut le mettre en lien avec le fait que développement durable, c'est au cœur de votre diplôme. C'est même dans l'intitulé de votre diplôme. C'est au cœur du projet pédagogique, des diplômes qui sont portés par le pôle. Mais c'est aussi un concept qui est fortement structurant de toute notre vie aujourd'hui, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les politiques publiques. Hier, dans MOCAS, on a travaillé tout ce début de semaine sur les politiques publiques de développement à l'échelle internationale et autour de témoignages qui disent le développement durable, c'est notre feuille de route aujourd'hui. Et puis on a aussi dans l'enseignement ici, en dernière année ingénieur, dernière année master, une unité d'enseignement qui s'intitule, qui commence l'enseignement pour les différentes options, qui est partagée par les différentes options, et qui s'intitule « Questionner les référentiels du développement ». Et dans ces référentiels du développement, il y a notamment le développement durable. Et donc, Philibert de Divonne va nous donner des matériaux pour alimenter cette réflexion. L'idée, c'est un temps court. On gardera quand même un tout petit temps à la fin pour des questions, des échanges, mais ce sont beaucoup des réflexions et des matériaux. Donc, merci à vous, merci à toi. Merci Betty, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, alors, j'ai un titre effectivement un petit peu racoleur. Alors, pour préciser, donc, il s'agit de bannir l'expression développement durable. Évidemment, dans cette expression, si on la déplie, il y a plein de choses très intéressantes dans la durabilité. Donc là, c'est juste un exercice sur cette expression-là. Alors, avec une photo d'accueil pour montrer qu'on est dans un contexte très anxiogène. C'est la page d'accueil d'un site, c'est la page environnement. Donc, il y a une seule bonne nouvelle dans cette page, c'est que la part des énergies fossiles atteint un plus bas historique dans le mix électrique européen. Sinon, tout le reste, effectivement, c'est des choses très, très anxiogènes. Des tempêtes, des cyclones, la fonte des glaces, des méga-feux, etc., etc., etc. Donc, on est pris dans cette contradiction. Un contexte très anxiogène et puis une injonction au développement durable. Comment on fait par rapport à ça ? Alors, pour introduire ce dialogue, j'ai repris, il y a eu donc en décembre 2024 une lettre ouverte à la direction de l'Institut Agro, d'un collectif d'étudiants qui se sont penchés sur la lecture du projet stratégique qui relève justement cette tension qu'ils subissent eux-mêmes, que vous subissez dans vos études. Et donc, ils ont relevé 40 fois le mot durable dans le projet stratégique. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses durables. Tout est durable. Donc, il vaut mieux du durable que du jetable, bien sûr. On trouve dans le projet stratégique la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires,
les socio-écosystèmes doivent être durables, l'alimentation, le cacao, le campus, les relations, les filières, les solutions, la gestion de l'eau, des sols et de la biodiversité, sans oublier la durabilité de l'environnement. Et on trouve évidemment le développement durable lui-même. Donc c'est une notion qui est omniprésente. Dans cette liste, on trouve des choses intéressantes, on trouve des choses qui ont trait aux limites planétaires. L'eau, les sols, la biodiversité et peut-être d'autres. Alors le développement durable, bon, en fait ma proposition de bannir l'expression développement durable, c'est pas très original. Hein. C'est un concept qui est depuis le début qui est très contesté. Donc j'ai repris quelques citations qui critiquent cette notion-là. Le développement durable semble relever plus de la croyance que de la science. Manque de clarté du concept, des interprétations divergentes. Voilà, ça c'est Isabelle Stenger en 2001. Sylvie Brunel en 2008, une géographe. Isabelle Stenger, une philosophe. Donc du côté de la géographie, le développement durable relève plus de la croyance que de la science. On retrouve cette distinction science et croyance. C'est un concept qui est récupéré par le capitalisme. Et Jean-Baptiste Pessoz, historien, même chose, hein, le développement durable prend des aspects idéologiques parfois proches des dogmes religieux. C'est pas tout, on pourrait continuer longtemps. Dominique Bourg, philosophe, arrêtons la farce du développement durable. Et puis Catherine Larère, philosophe encore. On pourrait résumer le développement durable dans la formule « polluer moins pour polluer plus longtemps ». Ce qui n'est pas très novateur, il s'agit avant tout de conserver ce qui est le modèle occidental de développement et de croissance. Donc avec ça, vous voyez que je ne suis pas le premier à critiquer cette expression développement durable. Ce n'est pas forcément ce qu'il contient. Et puis enfin, une idée très intéressante dans un travail de Barthes ou Barthès en 2014. Sous la bannière du développement durable, les savoirs scientifiques sont réduits, voire absents, au profit d'une approche comportementaliste. C'est un travail qui a été fait en épluchant tous les curriculums de toutes les formations, de plein de formations, BTS, formation initiale, à l'université, avec l'apparition du développement durable. Et il constate qu'il y a de moins en moins d'apports scientifiques et de plus en plus, enfin, au profit d'une approche comportementaliste. L'approche comportementaliste, hein, développement durable, c'est depuis le CM2, on vous abreuve de cette notion-là. Il faut fermer le robinet quand vous sous la douche, il faut éteindre la lumière quand on quitte la pièce. Des petits gestes qui font que voilà, il faut modifier nos comportements. Ça serait aux individus de modifier leur comportement pour contribuer au développement durable. Donc ça nous interroge en tant qu'école d'ingénieurs, en tant qu'organisme de formation. Alors, on va parler donc de croyances et de connaissances, des limites planétaires, de la question du temps, important, des liens entre énergie et croissance, ce qu'on appelle le couplage. On ne peut pas faire l'économie de parler du développement durable sans parler de cette question-là. On va revenir sur les hypothèses qui font le développement durable. Et puis enfin, une question, pourquoi nous ne croyons pas ce que nous savons, avec quelques éclairages sur les biais cognitifs. Donc nous ne croyons pas ce que nous savons. J'emprunte ça à Jean-Pierre Dupuy, qui est un physicien, philosophe. À propos du développement durable, c'est ce qu'il dit. On sait plein de choses, mais en fait, on n'y croit pas. Paradoxal, hein. Alors, croyances et connaissances. La distinction entre les deux, c'est fondateur de la laïcité. Là aussi, ça nous interroge dans une école. Donc, j'ai repris cette très célèbre lettre de Jules Ferry aux instituteurs, écrite en 1883, 22 ans avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, où il invite les instituteurs à distinguer deux domaines, trop longtemps confondus, celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. Alors, comment on fait pour distinguer ? Parce que c'est bien d'essayer de distinguer les choses et de ne pas confondre les deux domaines. Comment on fait pour distinguer ça ? Donc on a un outil qui nous est donné par un épistémologue qui s'appelle Karl Popper, qui s'appelle la réfutabilité. Pour distinguer les deux domaines,
Popper nous dit qu'il faut que la proposition scientifique qui est faite soit réfutable. Donc on va un peu regarder ça de près. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une connaissance, c'est une hypothèse qui est validée, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une hypothèse qui fait l'objet d'un consensus scientifique. À partir du moment où il y a un consensus scientifique sur une question, ça devient une connaissance. Exemple, le réchauffement de la planète d'origine anthropique menace son habitabilité. C'est une connaissance, ça n'est plus une opinion, ça n'est pas une croyance. C'est le consensus scientifique. Ceux qui contestent cette hypothèse sont des dénialistes. Ça n'est plus de la controverse. Donc il y a un consensus scientifique. C'est une hypothèse validée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une croyance? Donc à l'inverse, une croyance, c'est une hypothèse qui est réfutée. Par exemple, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a aucun effet mesurable sur la température globale de la Terre. Ça, c'est réfuté de multiples reprises. Donc ceux qui défendent cette position, en fait, c'est une opinion personnelle, c'est une croyance. Cette réfutation, elle ne se fait pas d'un seul coup. Hein. Là, en l'occurrence, ça débute presque avec le début de la révolution industrielle. Hein. Jean-Baptiste Fourier introduit le concept d'effet de serre. Et puis, on peut dater finalement le consensus scientifique du premier rapport du GIEC en 1990, qui confirme que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les principales causes du réchauffement climatique. Alors, ensuite, donc une croyance, on a vu, c'est une hypothèse réfutée, mais c'est aussi une hypothèse non réfutable, pour laquelle, en gros, aucun protocole expérimental n'est possible. Exemple, la nature finira toujours par s'autoréguler, peu importe l'ampleur des perturbations humaines. Bon courage si on veut monter un protocole scientifique pour valider ou invalider cette hypothèse. Cette proposition scientifique étant non réfutable, eh bien, on va le ranger du côté, Popper nous dit, on le range du côté des croyances. Quel protocole expérimental pour tester cette hypothèse? Impossible à monter. Temporalité, il y a d'autres éléments, indéfini, voire infini. C'est trop vague, c'est trop flou. Ça ne pose pas de cadre. Le champ de la recherche n'est pas délimité. Et puis, il y a un caractère tautologique. Hein. Tout changement on pourra dire que tout changement, en fait, c'est ça, l'autorégulation de la planète, de la nature. Donc, si on formule ce type de proposition scientifique, on n'est pas dans le domaine de la science. Alors, il faut quand même parler un peu des objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17, vous les connaissez. Et donc, parmi ces 17, en fait, il y a un intrus. Je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez? Enfin, il y en a au moins. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Bah, j'ai sans doute beaucoup trop de choses à vous dire, donc je propose de prendre les questions à la fin. Voilà. Alors, sur les objectifs du développement durable, est-ce que quelqu'un a une idée où pourrait se cacher un intrus sur les 17? Alors, il n'est pas facile à trouver parce qu'il a été un peu camouflé, parce que les objectifs du développement durable, ils ne sont pas formulés toujours de la même manière. Donc, je vous le donne, c'est le numéro 8. Le numéro 8, il s'appelle, il a l'air assez neutre comme ça, et socialement désirable, accès à des emplois décents. Tout le monde est d'accord avec ça. Dans une autre version, il s'appelle travail décent et croissance économique. Donc voilà, on retrouve la croissance économique dans le développement durable. Alors d'autres choses à dire sur ces objectifs du développement durable. On retrouve des limites planétaires, l'eau, la lutte contre le changement climatique, et puis la biodiversité, les milieux aquatiques, et la protection de la faune et de la flore terrestre. On peut s'étonner aussi qu'on ne trouve pas dans les objectifs du développement durable les autres limites planétaires. Il y en a 9. Elles sont au nombre de 9. Voilà, donc c'est aussi peut-être une des limites de ces objectifs du développement durable.
Alors, on préfère peut-être un autre modèle, hein, le donut de Raworth, où on retrouve donc les limites planétaires, mais avec ce que Raworth appelle le plancher social et le plafond environnemental. Donc, à l'intérieur de cette zone verte, on a un espace sûr et juste pour l'humanité, un espace sûr et juste pour le développement économique inclusif et durable. Voilà, ça permet peut-être de mieux préciser ce qu'on pourrait attendre des objectifs du développement durable. Alors, si on s'arrête un peu sur les limites planétaires, parce que c'est intéressant aussi. Donc, les limites planétaires, c'est un seuil au-delà duquel il y a un risque de changement systémique au niveau planétaire. Donc, le mot important, là, c'est le mot systémique. Il y a 9 limites planétaires. Pour qu'il y ait un dérèglement global, il suffit que l'une de ces limites planétaires soit dépassée. C'est-à-dire que si l'une de ces limites planétaires est dépassée, on entre dans une zone de turbulence où on ne contrôle plus rien. Le système peut s'emballer. Le système s'emballe. À la vitesse géologique, hein, pas à la vitesse de la vie même d'une école. Hein. Et donc on a 6 limites planétaires qui sont dépassées sur les 9 identifiées. Alors, quand on parle de système Terre, il faut revenir un petit peu sur l'approche systémique. Donc c'est un système fermé, hein, au sens des systèmes en thermodynamique. Donc un système fermé, c'est un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur. Il n'y a pas d'échange de matière. Donc le système Terre, c'est 3 sous-systèmes en interaction, l'atmosphère, la biosphère, l'ensemble de la biomasse, des êtres vivants sur la Terre et dans le sol, et puis la géosphère, tout ce qui est minéral. Et donc ces 3 sous-systèmes sont en interaction. Et ces 3 sous-systèmes sont des sous-systèmes ouverts, c'est-à-dire qu'eux, ils échangent entre eux de l'énergie et de la matière. Par exemple, les énergies fossiles, c'est un échange de matière entre la biosphère et la géosphère. Le pétrole et le charbon, initialement, c'est de la biomasse. C'est du plancton, c'est des forêts, Donc, échange de matière entre la biosphère, entre la biosphère et la géosphère. Avec aujourd'hui l'échange inverse, prélèvement des énergies fossiles, on extrait de la géosphère et on envoie dans l'atmosphère. Échange d'énergie et de matière entre la géosphère et l'atmosphère. Alors, les limites planétaires, vous connaissez cette représentation graphique. On peut les classer en deux catégories, celles qui concernent l'épuisement des ressources, sol, eau, phosphore, biodiversité, et celles qui concernent le dérèglement global de la biosphère. Alors, pour un agronome, c'est intéressant, par exemple, hein, on voit que le phosphore, c'est une ressource, alors que l'azote, ce n'est pas une ressource, en fait. Enfin, en tout cas, la limite, elle est plus sur le dérèglement global de la biosphère et pas sur l'épuisement de la ressource. Donc, c'est très intéressant de se pencher sur le cycle du phosphore et sur le cycle de l'azote, voir ce qui distingue les deux. Bon, on ne va pas le faire, on n'a pas le temps. Voilà, mais plein de choses intéressantes hein, dans la définition des limites planétaires. L'évolution de dépassement des limites est spectaculaire. Hein. En 2009, 2,5 de limites planétaires. Alors je dis 2,5 parce que l'azote et le phosphore, c'est la même limite planétaire avec 2 sous-ensembles. Donc 2,5. En 2015, le phosphore, il n'était pas mesuré. Hein. S'il était en vert, il était mesuré. On l'a largement dépassé. Donc 1, 2, 3, 4, ou 3,5, parce que là sur la biosphère il y a deux sous-ensembles. Et puis 6 en 2023, en 20 ans, en moins de 20 ans. La planète, elle a 4,5 milliards d'années. Et la vie sur Terre, c'est 3,5 milliards d'années. Donc, en 20 ans, là,
la connaissance scientifique. Ça, il y a un consensus scientifique là-dessus. Hein. Ça, c'est pas de la croyance. Hein. Ça peut être du militantisme, hein, de dire ça. Mais c'est pas de la croyance. Alors, le cycle de l'azote, bon, je vais passer rapidement parce que sinon, il y a des spécialistes dans la salle du cycle de l'azote. Depuis qu'il y a de la vie sur Terre, il y a des bactéries qui transforment qui utilisent l'azote de l'atmosphère, qui est un azote neutre, qui le convertissent en azote actif, hein, par le processus de nitrification. Un peu plus tard dans l'évolution, il y a le rhizobium qui est apparu, qui fait la même opération en symbiose avec les plantes. Et puis ce processus, il tourne parce que il y a nitrification et dénitrification. Donc l'azote qui est prélevé dans l'atmosphère retourne à l'atmosphère par ce processus naturel. Et puis en 1909, il y a un chimiste allemand qui a inventé un procédé pour faire la même opération, mais dans des usines. Donc il a eu avec son collègue le prix Nobel de chimie. Et pour faire ça, il faut évidemment énormément d'énergie, et ça tombe bien parce que c'est en plein dans la révolution industrielle, donc on extrait beaucoup de charbon pour faire ça, et puis beaucoup de pétrole. Donc c'est extrêmement coûteux en énergie, et c'est un processus qui est à sens unique, c'est-à-dire qu'on peut prendre de l'azote dans l'atmosphère, l'injecter dans la biosphère, on ne peut pas faire l'opération inverse. L'opération inverse, elle est forcément... c'est forcément un processus naturel. On fait appel à des bactéries. On ne sait pas faire. Donc, pas d'aller-retour, hein, sens unique. On a calculé qu'on a injecté depuis 1909, donc un peu plus de 100 ans, hein, ça fait 3,5 milliards d'années que Azotobacter fait ça. Hein. En 100 ans, on a injecté dans la biosphère autant d'azote que la nitrification naturelle à l'œuvre dans l'ensemble de la biosphère. C'est vertigineux. Hein. 50% de l'azote réactif présent dans la biosphère est issu du procédé Haber-Bosch. Ça, c'est extrêmement simple à mesurer, c'est la signature isotopique d'une réaction chimique. L'ammoniac qui est produit n'a pas la même signature isotopique que celle qui est produite par la réaction naturelle. Donc, en 100 ans, on a introduit dans la biosphère autant d'azote réactif que pendant les 3,5 milliards d'années précédents, avec des conséquences catastrophiques sur les milieux, l'eutrophisation des milieux aquatiques, la dégradation des sols et l'émission de gaz à effet de serre. Donc là, on voit que c'est une limite planétaire, l'azote, il ne s'agit pas de traiter la question de l'azote, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que c'est plusieurs bombes à retardement en même temps. Dégradation des sols, cycle de l'eau, réchauffement climatique. Et cette limite est dépassée. Ok, alors, dans le développement durable, il y a durable. Donc la question du temps. Développement durable, oui, essayons. Donc, deux possibilités, jusqu'à épuisement des ressources ou jusqu'à ce que l'habitabilité de la planète soit compromise. Et donc ça pose la question de l'effondrement. Il y a des partisans de l'effondrement qui nous disent voilà, la planète s'effondre. Alors, à quelle échéance? Bon, quelques éléments, mais je vous invite à juste vous concentrer sur ces deux. C'est le grand écart. Hein. Alors, Yves Cochet, qui était ministre de l'Environnement, il nous dit l'effondrement, c'est pour 2035. 2035, c'est-à-dire dans 15 ans. Dans 10 ans. Hein, il a écrit ça il y a quelques années. Il a écrit ça en 2000. L'effondrement, c'est pour 2035. Et puis les géologues, ou les géologues, on va dire, à l'échelle de la Terre, on nous dit l'effondrement, en fait, c'est la disparition de la biosphère dans 1 milliard d'années. Hein, il y aura une atmosphère, la Terre sera une étuve, ça sera un nuage d'azote et de CO2, indépendamment du système, indépendamment du changement climatique anthropique. Dans 1 milliard d'années, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc là, c'est le grand écart en termes de temps, en termes de temporalité. Donc l'effondrement, où est-ce qu'on place le curseur? Donc là, il y a tous les... Bon, la définition de l'effondrement selon Yves Cochet. Processus à l'issue duquel les besoins de base
ne sont plus satisfaits pour une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ce processus concerne tous les pays, tous les domaines de l'activité humaine. C'est un effondrement systémique mondial. Donc cet effondrement, il est déjà à l'œuvre dans quelques endroits du monde, dans quelques régions. Les besoins de base ne sont pas assurés. Et donc il nous dit, vers 2035, effondrement démographique, il y aura 3 milliards d'humains au lieu des 8 milliards postulés par l'ONU. Bon, c'est évidemment une prévision. Je pense qu'elle ne se vérifiera pas, mais c'est pour vous montrer que l'effondrement, le pas de temps est important. Il y a d'autres auteurs qui nous disent, en fait, le début du processus, il commence avec la révolution industrielle, donc au XVIIIe siècle. D'autres qui reculent encore un peu. L'effondrement, ou le processus qu'on nomme aujourd'hui, que certains nomment aujourd'hui effondrement, il commence avec l'ère moderne, donc avec l'invention du capitalisme. Le réchauffement climatique n'est pas la cause première, c'est la conséquence du capitalisme. Voilà, donc ça, c'est un économiste américain qui nous dit ça. Et puis, on peut aussi reculer le curseur et dire que c'est l'invention de l'agriculture et la sédentarisation avec le néolithique, il y a 10 000 ans, qui sonne le glas, on va dire, de la biosphère. C'est le début de la fin, il y a 10 000 ans. Bon, ben, vous voyez que voilà, la durabilité, selon Yves Cochet, ce n'est pas la même que selon les historiens, ce n'est pas la même que selon les géologues. Ok, alors quatrième point. On ne peut pas faire l'économie de regarder un petit peu les liens entre l'énergie et la croissance. C'est toute la question du couplage. Alors, dans le modèle dominant en économie néoclassique, l'énergie n'est pas chère. Donc l'énergie n'est pas essentielle au développement économique. En fait, quand on regarde les faits, l'analyse empirique a largement démontré que ce modèle était faux. La croissance du PIB n'est pas possible sans consommation d'énergie supplémentaire. Donc c'est ce qu'on appelle le couplage. Le couplage, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance absolue entre la consommation d'énergie fossile et la croissance économique. Donc on le constate sur ce schéma. Chaque petit point rouge, c'est une année. Petit point rouge, c'est une année. En abscisse, vous avez la consommation d'énergie pour une année donnée. Et vous avez en ordonnée la correspondance avec le produit intérieur brut. Et vous voyez qu'il y a une corrélation parfaite entre les deux. C'est ce qu'on appelle le couplage. Donc pour faire du développement durable, il faudrait faire du découplage. Il faudrait découpler ces deux courbes. C'est ça l'enjeu. C'est une des hypothèses fortes. On dit, voilà, c'est l'hypothèse majeure sur laquelle repose le concept de développement durable. Le découplage. Alors, il y a des économistes qui, depuis longtemps, nous disent que, notamment Nicolas Georgescu-Roegen, un économiste américain qui a inspiré notamment le Club de Rome, il nous dit que, en fait, l'économie, la croissance, c'est la transformation des ressources en décharge. On prend, on fabrique, on jette. Et ça s'appelle la croissance économique. Évidemment, ce n'est pas l'économie mainstream, vous vous en doutez. Donc évidemment, là, on voit bien que le découplage, il va être super compliqué à faire. Alors, un autre, toujours dans le domaine de l'énergie, on parle beaucoup de transition énergétique. Vous connaissez ce schéma, sans doute peut-être. Donc Jean-Baptiste Fressoz a beaucoup travaillé là-dessus, c'est sa spécialité. Donc en noir ici, vous avez l'énergie bois avant la révolution industrielle, après la révolution industrielle. L'énergie bois n'a pas diminué parce qu'on a commencé à extraire le charbon. Ça, c'est le charbon. L'énergie, elle explose. Et puis l'exploitation du charbon n'a pas disparu quand on a commencé à exploiter le pétrole. C'est ça le pétrole. Ça continue à exploser. Même chose avec le nucléaire, avec le gaz, pardon. Avec le gaz. Ça, c'est le gaz. Le nucléaire, il est tout petit, là. C'est le petit trait. Il se rajoute encore. Et puis là, ça, c'est l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire.
Puis là, vous voyez les petits, ça c'est la crise financière de 2007, là, le petit décroché ici. Puis ça c'est la crise Covid, le petit décroché ici, qui démontre une fois de plus que ce fameux couplage. Quand il y a décroissance du PIB au niveau mondial, il y a moins d'énergie consommée. En fait, l'un égale l'autre. Donc, il n'y a pas de transition énergétique. C'est pareil pour le recyclage du plastique. La consommation de plastique explose alors qu'on en recycle que la production de plastique évolue plus vite que son recyclage. Voilà. Donc, quand on parle de transition aussi, attention. Bon, dioxyde de carbone aussi, vous connaissez les courbes, c'est voilà, sur 450 000 ans, on est là. En 450 000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère évolue entre 180 ppm et 300 ppm. Voilà, 450 000 ans. Et alors là, 1880, révolution industrielle, on est à 280, on est dans la norme. En 1950, on dépasse le seuil de 300 ppm. Et aujourd'hui, on est là. Donc là, il y a un petit problème aussi. Voilà, ça c'est pas des croyances, c'est du consensus scientifique. Donc, voilà, la croissance, c'est consommer des ressources pour produire des déchets. Donc ça donne ça, ce schéma. Beaucoup de rétroaction, il faut faire attention, hein, parce que quand le système devient incontrôlable, voilà. Donc, ça c'est les faits. Alors maintenant, si je reviens sur mon premier point, croissance, beau lapsus, croyance versus connaissance. Donc les hypothèses sur lesquelles repose le développement durable. Donc, plusieurs hypothèses, donc je les ai prises les unes après les autres, on va essayer de les passer en revue avec le critère de la réfutabilité. On va voir ce que ça donne. Donc, première hypothèse, le développement durable est compatible avec l'équilibre du système Terre. Non. Ça y est, on sait que non. Le consensus scientifique autour des limites planétaires, c'est pas compatible. Donc, hypothèse invalidée. L'harmonie entre les trois piliers, le social, l'environnemental et l'économique, existe, ne passe pas le filtre popperien de la réfutabilité. On ne peut pas démontrer ça. On ne peut pas monter un protocole expérimental pour montrer qu'on peut mener de concert, développer de manière harmonieuse les trois piliers. Ce n'est pas possible. Autre hypothèse, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Pareil, aucune expérimentation, aucun protocole scientifique ne permet d'une quelconque manière de démontrer ça. C'est absolument impossible. Donc ça, c'est juste un idéal, c'est juste quelque chose de... Voilà, c'est une croyance. Autre hypothèse, le capital naturel consommé est substituable par d'autres formes de capitaux. Capital humain, financier, physique, technologique. Donc ça, c'est une hypothèse forte aussi du développement durable. On peut raser une forêt, mais en gros, c'est pas grave parce qu'on va compenser, on va faire des panneaux solaires. Non, on ne compense pas du tout. On ne peut pas compenser. Donc cette hypothèse, elle est introduite... à cause de Robert Solow, on va dire, qui est prix Nobel d'économie en 1987, et qui, lui, développe qui se fait le chantre de la durabilité faible, précisément, avec cette substituabilité possible du capital naturel. Aujourd'hui, le consensus scientifique, c'est celui de la durabilité forte. On ne peut pas, de toute façon, il n'y a pas de développement économique sans capital naturel. C'est pas possible. Pour l'illustrer, voilà, Roosevelt, 1937, une nation qui détruit ses sols s'autodétruit. Cité par Marc-André Sellos, grand spécialiste des sols, avec son très bon titre,
Histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Donc quand on piétine ces ressources naturelles, faut y aller doucement. Ok, et enfin, dernière hypothèse, l'histoire du découplage. On est très très loin du découplage contenu dans la promesse initiale. Et donc là, vous ne lisez pas ce qu'il y a sous la petite étoile. Un article, un dossier que vous trouverez sur le site Carbone 4, découplage et croissance verte, avec une petite étoile. Et donc, je vous donne la légende. La petite étoile, c'est offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles. Donc, voilà, il y a croissance verte, peut-être, on peut. C'est soumis à condition et c'est dans la limite des stocks de sol, d'eau, de phosphore, de biodiversité, toutes les limites planétaires qui portent sur les ressources. Oui, dans la limite des stocks disponibles. Donc sur le découplage, on est très très loin. Il nous faudrait un découplage absolu sur l'ensemble de l'économie, sur le long terme, pas seulement sur la période confinement, et global au niveau de la planète. Or, sur tous ces points, on a un découplage relatif, sectoriel, limité sur le temps et limité géographiquement. Donc on n'est pas du tout dans les clous de la trajectoire des accords de Paris. Alors, pourquoi nous ne croyons pas ce que nous savons ? Donc tout ça, on le sait. Enfin, on sait, c'est bon. On sait que les limites planétaires sont dépassées, que le réchauffement climatique, c'est le CO2, que la croissance économique, c'est la consommation d'énergie fossile. Tout ça, on le sait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à y croire finalement, qu'on fait comme si ça n'existait pas? Donc là, il faut faire appel peut-être à des psychologues, psychologie cognitive. Donc Festinger, un psychosociologue américain, 1957, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on ressent un malaise en cas de conflit interne entre les connaissances que j'ai, les connaissances ou les croyances que j'ai, et mes comportements. Par exemple, si je suis un gros fumeur, je sais que fumer tue, pourtant je continue à fumer. Donc pour réduire cette tension, pour réduire cette dissonance, je vais m'inventer tout un tas de justifications. Oui, mais j'ai mon voisin qui a 100 ans, il fume comme un pompier. Le plaisir que je prends à fumer compense les effets négatifs sur la santé. Je vais me raconter tout un tas d'histoires pour justifier de continuer mon comportement. Donc ça explique une partie peut-être de l'inaction, par rapport au changement climatique. Voilà. Alors, et donc on fait appel évidemment à tout un tas. Il y a tout un tas de biais cognitifs qui entrent dans les stratégies pour réduire ce malaise et pour réduire cette dissonance cognitive. Donc le biais de normalité. Tendance naturelle du cerveau humain à sous-estimer les risques en raison de l'expérience passée. C'est-à-dire on va considérer que ce qui va se produire dans le futur, c'est la continuité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire le cerveau humain, il n'envisage pas les ruptures. Or, en physique, il y a des ruptures. Il y a des choses qui sont irréversibles. Tout simplement pour des questions d'énergie. Si j'écrase mon téléphone, je vais pas pouvoir. C'est pas réversible. Je ne peux pas revenir à la situation initiale. C'est une vraie rupture. Le cerveau humain n'aime pas les ruptures. Le biais statu quo, on préfère les choses telles qu'elles sont. Même si on peut faire un pari sur l'avenir que ça sera meilleur à long terme, mais bon. Donc ça, c'est le court-termisme. Ça, c'est évidemment, c'est très très lié à l'économie mainstream. On privilégie le court terme. Le biais de confirmation, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Dans mon exposé, j'ai recherché, interprété, privilégié les informations qui confirment ce que je pense ou ce que j'ai envie de démontrer. Et j'ai certainement ignoré ou minimisé celles qui les contredisaient. Biais de confirmation, très puissant.
Le biais de temporalité, on retrouve l'histoire du court terme. Voilà, je passe vite. Il y a plein de biais cognitifs. Le biais d'optimisme. Oui, l'être humain est... Ça ne me concerne pas, hein, mais l'être humain est un indécrottable optimiste. Voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. OK. Le biais de responsabilité partagée, évidemment, hein, c'est toujours les autres qui doivent agir. Donc c'est la procrastination générale. Et puis le biais de conformité, évidemment, hein, la norme sociale. C'est toujours très compliqué hein, de se démarquer de quelque chose qui est partout. Tout le monde parle du développement durable, le développement durable. Donc se démarquer, c'est pas simple. Donc le biais de conformité, c'est plus confortable d'y rester. Le biais de simplification excessive, ça c'est très très puissant aussi. Quand on parle de système, on est dans la complexité. Oui, mais le cerveau humain, des fois, il a un peu de mal à faire ça. Et donc c'est très pratique hein, de réduire des problèmes complexes à des solutions simples. Enfin, le biais de disponibilité, je crois que c'est le dernier. Les cyclones, les canicules, les inondations, évidemment, ça c'est très spectaculaire, donc ça attire davantage l'attention que les questions de fond qui en sont les causes. Voilà, donc tout ça, c'est des biais qui nous empêchent de penser, en fait, et d'agir. Alors, c'est ma conclusion. 3 bonnes raisons. Donc, vous avez annoncé 3 bonnes raisons. Je me lance. Hein. Donc, le développement durable relève plus de la croyance que de la science. Alors, on peut mitiger cette raison. On peut objecter que, oui, mais c'est un projet mobilisateur au travers des politiques publiques et de l'action collective. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a fait le constat que ça relevait plus de la croyance que de la science, pour autant, ce n'est pas complètement à jeter, parce que si c'est un projet mobilisateur, il faut garder ce qui est mobilisateur. Et puis, il faut agir. Donc, c'est une demi-bonne raison. Deuxième raison. Donc, il faut bannir l'expression si c'est le projet de l'économie mainstream. Polluer moins pour polluer plus longtemps, transformer les ressources en déchets. Les externalités négatives sont des nouveaux marchés à conquérir, sont des sources de croissance. Ça, c'est l'économie mainstream. Après, il faut se poser la question de savoir si, pour nous, le développement, c'est seulement le synonyme de croissance. Mais il y a peut-être autre chose dans la notion de développement. Donc, si développement durable, ça n'est pas l'équivalent de croissance verte ou de croissance durable, il y a peut-être des choses à garder dans la notion de développement. Donc là aussi, c'est une demi-bonne raison. Puis la troisième bonne raison, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure en introduction. Sous la bannière du développement durable, et c'est peut-être ce qui nous guette, c'est pas ce qui nous guette d'ailleurs, parce que c'est un mouvement qui est en marche. Voilà, c'est que les savoirs scientifiques sont réduits, voire absents, au profit d'une approche comportementaliste. Donc on fait de nous des petits colibris. C'est bien, hein, il faut agir. Hein, il faut agir individuellement. Mais le rôle d'une école comme la nôtre, le rôle d'un système de formation, d'une formation scientifique de haut niveau, c'est de faire de la science aussi, d'acquérir des savoirs scientifiques. Donc s'ils sont réduits, c'est vraiment dommage. Voilà, alors voilà, c'est la fin. Donc peut-être faut-il se résoudre à comprendre et accepter la cascade de finitude, ça c'est Dominique Bourg qui nous dit ça, à laquelle nous sommes confrontés, et avec le donut de Rowers en conclusion. Merci pour votre attention. Je n'ai pas laissé beaucoup de temps pour le dialogue. Donc des questions, des remarques. Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté peut susciter un dialogue durable qui va au-delà de cette séance d'aujourd'hui.
Oui, j'avais une petite question. Là, dans le diaporama, on voit pas, enfin, dans votre présentation, on ne voit pas parler du concept de Blue Economy ou les principes d'économie circulaire comme moyen et moteur de la croissance. Là, on a l'impression que du coup, genre vous venez sur une démarche qui est très, une approche un peu cartésienne linéaire entre la production, l'utilisation de l'énergie et ce qu'on en sort pour produire et accumuler de la richesse. Mais la création de richesse par une meilleure utilisation des ressources et par une compensation, on va dire, non, une meilleure utilisation des ressources juste, ça peut aussi, d'une certaine manière, être un moteur de croissance. Oui, bien sûr, oui. J'ai pas parlé de l'économie circulaire. Ça fait partie, évidemment, des solutions que... quand on parle de découplage, ben on est là, hein, on est dans le découplage... quand on fait de l'économie circulaire, on est dans un découplage tout à fait partiel, sectoriel, très très limité. C'est bien l'économie circulaire. Pour l'instant, ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et oui, l'économie circulaire, pour l'instant, malheureusement, ne fait pas le poids face à l'économie linéaire que j'ai présentée, hein, qui consiste à transformer des ressources en déchets. Et la nature fait ça très bien, l'économie circulaire. Hein. Dans le cycle de l'azote, c'est assez fabuleux. Le cycle du phosphore aussi. Hein. Les sous-produits de ces réactions chimiques, c'est pas des sous-produits, c'est des choses très très importantes qui sont recyclées dans tous les processus biologiques. Donc les solutions fondées sur la nature, elles sont extrêmement puissantes, mais c'est des choses qui... Albert Bosch, par exemple, ils ont inventé la possibilité d'injecter de l'azote dans la biosphère, mais le processus inverse n'existe pas. Donc les sous-produits de cette réaction chimique, c'est du CO2 et c'est de la consommation, c'est du CO2 dans l'atmosphère, donc c'est des polluants qu'on ne sait pas réutiliser, valoriser. En revanche, ça devient un marché pour l'économie capitaliste qui développe des programmes extrêmement coûteux pour savoir comment on fait pour stocker le carbone. Bah ouais, il fallait y penser avant. Hein. Mais oui, l'économie circulaire, oui, c'est une solution. Oui, c'est peut-être qu'on lui a pas laissé aussi la possibilité de se développer à une échelle autre que celle de quelques entreprises ou finalement pour savoir à quel point le principe d'économie circulaire serait viable à grande échelle. En fait, on lui a peut-être pas laissé la place pour se développer. Oui, et donc là, il y a d'autres raisons là, qui sont... oui. D'autres questions ? Merci beaucoup, Philibert. Moi, je me demandais, donc, au-delà des 3 bonnes raisons de remettre en question ce principe de développement durable, ou cette expression, quel serait pour toi le risque majeur, en fait, à justement fonder les politiques publiques dessus ? Quel est ce que tu disais, ça peut quand même être mobilisateur, etc. Enfin, voilà. Fonder des politiques publiques dessus, oui. Si on n'est pas juste dans l'approche comportementaliste individuelle, c'est ça le truc. C'est que si les politiques publiques, ça consiste essentiellement à culpabiliser les individus et à dire aux personnes qui sont éco-anxieuses, vous êtes malade, il faut vous soigner. C'est un marché, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un marché qui rapporte gros. C'est pas suffisant. Donc, est-ce que les politiques publiques sont en capacité de changer le système ? Je ne sais pas. Mais bon, c'est bon à prendre, les gestes individuels. Je ne veux pas non plus... j'ai pas de solution. Alors, juste en termes de politique publique, de petite politique, en termes de... c'est cette idée sur ma 3e bonne raison qui me paraît peut-être la plus intéressante pour nous. C'est cette idée-là de ne pas mettre de côté les savoirs scientifiques. Je n'ai pas très bien compris cette 3e raison, d'ailleurs. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, il y a des instituts de recherche comme l'IRD, par exemple, qui maintenant, pour sa politique de recherche, etc., se base sur les ODD. Et
voilà, enfin, c'est une feuille de route. Et ça ne les empêche pas de faire de la science. Enfin, je crois que je n'ai pas bien compris ce... Là, c'est une étude qui est faite sur l'enseignement. C'est une étude qui est faite sur les enseignements. Il faudrait rentrer plus précisément dans les résultats. Hein. Là, j'ai survolé. L'idée m'a paru très intéressante. Je ne suis pas allé au fond de cette étude. Mais en fait, l'un des éléments, c'est qu'on a un discours sur le développement durable, autour du développement durable, donc qui aboutit à une approche comportementaliste. Et ça se fait au détriment de la compréhension des mécanismes fondamentaux qui font qu'on en est arrivé là. Donc c'est ça qui est... voilà. Peut-être on peut équilibrer les choses et pas mettre le paquet uniquement sur l'approche comportementaliste, voilà, et revenir à ce qui est essentiel, enfin ce qui peut être essentiel, c'est comprendre cette cascade de finitude. Donc il faut comprendre les mécanismes fondamentaux. Et une fois qu'on aura une meilleure compréhension de ces phénomènes, je pense qu'on pourra individuellement et collectivement mieux agir. Du coup, moi j'avais un peu une question sur la création de connaissances scientifiques. On a vu au début qu'il y avait une hypothèse et qu'on l'a confirmée collectivement avec un consensus scientifique. Et ma question du coup c'est est-ce que ce consensus scientifique il peut pas des fois se tromper de par des biais et une cohorte qui posséderait les mêmes biais. Et peut-être pour exemplifier, il y avait le passage avec Yves Cochet qui disait que les projections démographiques, elles seraient peut-être pas celles qui sont faites par l'OMC et tout ça. Et est-ce que ça serait un exemple de connaissance scientifique qui n'est pas oui. la vérité, enfin ça pose la question de la vérité. Oui, alors, ouais, c'est des questions très compliquées, mais là ce qui est important, c'est jusqu'à preuve du contraire. C'est en fait, y a pas la vérité en science, elle est relative, elle est jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire un modèle est vrai jusqu'à ce qu'il devienne faux, parce qu'on constate qu'il fonctionne plus. Donc la vérité, c'est pas la vérité avec un grand V. Donc c'est le consensus scientifique, c'est pas la vérité absolue. C'est toujours justement, c'est ça le consensus scientifique, c'est la diversité de regards sur un sujet. On est à peu près d'accord, c'est le consensus scientifique. Il n'est pas impossible qu'on fasse évoluer le modèle parce qu'on aura trouvé d'autres éléments qui vont peut-être invalider cette connaissance. L'histoire des sciences est remplie de ce type de modèles qui étaient vrais pendant des siècles et puis qui sont tombés parce qu'on l'a invalidé, on a apporté une connaissance en plus qui a permis d'améliorer le modèle. Mais oui, consensus scientifique, c'est pas la vérité avec un grand V. Alors, bon, merci pour la question, parce que c'est évidemment je ne critique pas le développement durable en tant que tel. J'essaie de bannir l'expression développement durable, mais c'est un titre un peu racoleur, c'est un peu rapide. Il faut déplier ce concept pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, si on parle de développement durable, donc j'ai apporté la distinction peut-être entre développement et croissance. C'est-à-dire pour nous, collectivement ici, si le développement, ça n'est pas juste la croissance économique mainstream, à ce moment-là, oui, parlons de développement durable. Et si on parle de développement durable, apportons des précisions sur cette histoire de temporalité durable.
jusqu'à quand, de quoi on parle. Évidemment, il vaut mieux des choses durables que jetables, mais durable ne veut pas dire infini. Donc, ne jetez pas tout ce que vous êtes, tout ce que vous apprenez. Ayez une approche critique. Bon, je vais reprendre l'illustration du projet stratégique de l'Institut Agro. Mais c'est normal, dans une institution, il y a des documents de communication qu'on peut appeler projet stratégique, où c'est des choses qui sont affichées et qui, parfois peuvent ressembler un peu à de la novlangue. Pour autant, bon, la question est très difficile. Je devrais laisser la parole à l'amphi pour y répondre. Vaste sujet, vaste débat. Peut-être que ce que vous disiez, pour revenir sur ce que vous disiez, donc la durabilité, enfin le développement durable, c'est un élément qui est intéressant parce que c'est fondateur et ça permet de rassembler des gens sur des concepts. Mais peut-être que c'est un peu comme la démarche scientifique en général qu'il faut avoir, c'est le fait de toujours avoir un œil critique sur les mots qu'on emploie. Et du coup, on peut se permettre d'utiliser le mot développement durable pour se faire comprendre dans un environnement, mais il faut toujours avoir en tête l'idée que ce mot-là, il est limité et qu'à terme, il faudra peut-être changer aussi de paradigme. Oui, c'est important dans une communauté, on appelle ça une communauté épistémique, hein, de partager des connaissances. Donc si un terme, si on parle de développement durable, entre nous, on va pouvoir avoir une idée, partager un certain nombre d'idées sur que quand on parle de développement durable, ce n'est pas seulement la croissance économique mainstream, que quand on va parler de durabilité, on va prendre des précautions parce qu'on a une idée de la profondeur historique de tous ces phénomènes, etc., etc. Et maintenant, c'est pas comme ça que l'expression développement durable est utilisée dans la société. Donc nous, quand on va parler de développement durable, ça ne veut pas dire la même chose que ce qu'on va trouver dans les discussions de comptoir. Donc, mais donc ça pose un problème. Ça pose un problème. Quel est le contenu de cette expression pour nous ? Est-ce que donc c'est pas un concept. Ça veut dire que c'est pas un concept. Hein. Ça veut dire que c'est une notion. C'est pas un concept. Parce qu'un concept, c'est univoque. Là, on est sur une notion qui est équivoque. Donc, peut-on en faire un concept qui nous est propre et qui est partagé par la communauté ? Faisons une communauté épistémique autour de ce concept-là. Oui, merci Philibert pour tous ces apports et toutes ces précisions. Et effectivement, je crois que l'enjeu n'est pas de bannir développement durable de nos formations, c'est pas ce qu'on fait, ni de bannir cet adjectif durable, ni de nos formations, ni du projet stratégique, mais c'est effectivement d'en avoir une définition rigoureuse. C'est vraiment à ça que toute ta démonstration nous amène, c'est-à-dire qu'effectivement, le développement durable, alors, tout le monde a en tête ces trois cercles, hein, donc d'une durabilité économique, sociale et environnementale. Il faut bannir une bonne partie de ces cercles, en fait. Hein. Tout ce qui n'est effectivement pas environnementalement possible doit être exclu de ce champ du développement durable. Et c'est en toile de fond ce qu'il y a quand même derrière l'emploi de ce mot durable dans le projet stratégique, où on situe le projet stratégique de l'établissement, effectivement au niveau donc, ce projet stratégique liste des enjeux qui se posent donc en termes de transition agroécologique, de transition alimentaire et de transition énergétique en fait. Et donc en travaillant conjointement ces trois transitions, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. Et effectivement, situons-nous dans le cadre de ce donut, dans cette œuvre de la durabilité, mais il reste possible de parler de développement durable, mais avec cette acception-là du terme. Et notamment, je crois que tu n'as pas évoqué non plus, mais l'AFD a réfléchi beaucoup sur ce concept-là. C'est un concept vieux. Enfin, les objectifs de développement durable, ils datent déjà
une trentaine d'années, ils sont critiqués et remis en cause parce que beaucoup sont contradictoires, comme tu l'as signalé. Et l'AFD, par exemple, réfléchit à un nouveau concept, qui n'est pas un concept, c'est une nouvelle expression, on va dire, de développement intégral, qui est aussi intéressante. Et je pense que c'est intéressant de partager ces références-là, parce qu'ils mettent au-dessus de l'ensemble les limites liées à l'environnement notamment. Pardon, mais effectivement, il y a deux réserves. Il y a celle que j'évoquais à l'instant, donc de raisonner que dans ce qui n'est environnementalement, ce qui n'est environnementalement possible. Mais il y a aussi, bien sûr, Elisabeth, et toi venez de le rappeler, cette distinction nécessaire à faire entre développement et croissance. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de réserves à apporter à ce concept de développement durable et qu'une des solutions, c'est d'en trouver un autre, d'où la position de l'AFD. Ouais. Des questions ? Bon, donc c'est l'heure, je crois. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Philibert. Merci. Les discussions peuvent continuer.